Bonjour à tous, Bonjour. Bonjour. bienvenue sur le webinaire de ce matin, donc sur le thème du jeu. Le jeu a-t-il sa place en entreprise? Donc on va parler de gamifier ses réunions, sa communication, sa formation, gamifier pas mal de trucs en fait. Pour convaincre, fidéliser et engager donc à la fois vos clients et puis vos équipes. On va commencer par un petit tour de table. Donc moi, je suis Elisabeth, je suis directrice conseil associée chez Concept Image. Et avant de te laisser te présenter, je présente rapidement l'agence pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc on est une agence de conseil, création et digital à Rennes. Donc on travaille à la fois sur de la stratégie digitale, de l'identité de marque, du site web, des applis, de la vidéo, du web marketing. Et on fait aussi parfois des jeux, dont on va parler un petit peu plus tard ce matin. Je suis accompagnée d'Aurélien. Aurélien, donc je suis développeur web à Concept Image et nous sommes avec Lucille. Lucille de l'échappée ludique, Lucille Rousseau de l'échappée ludique. Moi, je crée et j'anime des jeux grandeur nature, des chasses au trésor, des jeux de pistes, etc. Principalement pour les entreprises, en intérieur ou en extérieur. Super. Et donc, petite parenthèse, je suis super contente que tu sois là avec nous ce matin. C'est la première fois qu'on invite quelqu'un sur un petit déj de la com et des chouquettes. Et l'invitation s'imposait vu le thème. Je suis super contente d'être là aussi. Et c'est vrai qu'un autre thème, je sais pas ce que vous avez fait avant, mais ça aurait été peut-être moins parlant pour moi. Donc c'est cool et on a eu l'occasion de bosser ensemble sur certains projets à toi. Donc c'est chouette de pouvoir continuer la collaboration sous d'autres formes. Alors, pour ceux qui sont là aussi sur Twitch avec nous pour la première fois, n'hésitez pas à nous poser des questions via le chat. Alors, vous allez voir, pour pouvoir interagir sur le chat, il faut avoir un compte sur Twitch. Peut-être certains d'entre vous nous suivent, mais sans avoir de compte, c'est possible. Mais si vous voulez vraiment pouvoir réagir, nous partager vos expériences, peut-être des jeux que vous avez fait dans votre boîte, des choses qui ont marché, peut-être des choses qui ont moins marché aussi, les deux sont intéressants. Nous donner aussi vos idées, parce que je suis sûre qu'il y a plein de trucs qu'on ignore complètement, et ça peut être chouette aussi de partager ça ensemble. Utilisez le chat, c'est fait pour ça. Puis si vous n'avez pas de compte, l'inscription c'est très rapide, en 3 clics c'est fait, donc sautez le pas, puis comme ça vous aurez un compte pour les prochains webinaires aussi. Alors avant de démarrer, on voulait vous poser une question. On voulait savoir... Alors, déjà, ça nous intéresse de savoir si le jeu a déjà sa place dans votre entreprise. Donc, tout au long du webinaire, vous allez pouvoir nous donner des exemples. Et on voulait vous poser une petite question complémentaire. Et alors, je sais que tout le monde n'interagit pas sur Twitch, donc je voulais vous proposer aussi un autre outil et vous poser la question suivante. Quels mots vous viennent en tête lorsque l'on parle de jeu? Plein. Au global. Il te vient plein de mots. Oui. Donc, vous allez pouvoir normalement y répondre. Et on devrait voir les mots s'afficher. Ah. Qu'on a un petit problème technique. L'outil qu'on utilise d'habitude n'est pas fonctionnel ce matin, ça arrive. C'est pas grave, on a un backup, c'est-à-dire que vous pouvez commenter sur Twitch, je sais très bien. C'est qu'on voulait faire un truc plus inclusif que Twitch. Ça n'a pas marché ce matin, ça marchera une autre fois. La prochaine fois. Donc, quels mots vous viennent en tête lorsqu'on parle de jeu? Alors. Bon, vas-y, Lucille, dis-nous tes mots, toi. Le grand classique, ça va être l'enfance. Ouais. Parce que on a le cliché que le jeu, c'est réservé aux enfants. Moi, j'ai envie de dire le rire, le plaisir, la compétition. Enfin, il y en a plein, quoi. Je pense que vous aussi, il y en a, si vous y pensez. Enfin, mot jeu, ça te fait penser à quoi, ouais. Pas mal de choses, mais j'aurais plutôt dit... alors, il y a compétition, il y a aussi maintenant beaucoup de jeux coopératifs aussi qui se développent. Et moi, je sais pas, j'associerais pas ça forcément à l'enfance, parce que je pense que j'ai fait des jeux un peu différents à tous les âges, donc, mais c'est vrai que pour je pense beaucoup de gens, ça serait
Parce que quand on est enfant, en tout cas, on joue tout le temps, quoi. C'est un peu associé à ça. Et des fois, on perd cette habitude, mais pas mal de gens le gardent parfois et donc essaient des fois de le faire vivre dans leur lieu de travail. Ça devient une passion, quoi. Et ça me fait penser forcément au travail, puisque c'est mon travail. Cool, donc dans les mots, il y a règle du jeu, Ouais. plaisir, fun, complicité, partage, humour, rire, amusement. Bon, ça commence bien, Ouais. plutôt cool. Moi, j'avais rassembleur. Oui. Alors, certaines personnes... Quelqu'un nous dit, on n'a jamais fait de jeu, mais de cours d'animation de 5 minutes en début de séminaire, bah, ça peut être un mini-jeu. Et d'ailleurs, on va avoir des exemples comme ça tout à l'heure. Chouette. Eh ben, merci. On avait peur qu'il y ait des gens qui disent pas du tout adapté pour notre métier. On était prêts à répondre à ça. Mais vous avez l'air plutôt open. C'est cool. Alors. Donc aujourd'hui, on parle jeu en entreprise. Et peut-être certains d'entre vous se disent vous allez peut-être me parler de baby-foot ou de PlayStation en salle de pause. Donc non, on ne va pas vous parler de ça. Je prends une petite pause parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage. Hop, dans les slides, où j'ai avancé un petit peu plus vite. Pas tout à fait, donc pourquoi pas, un baby-foot, une compète de baby-foot, pourquoi pas. La PlayStation, je suis pas très PlayStation, pourquoi pas non plus, mais c'est pas du tout à ça qu'on veut s'arrêter ce matin. Et déjà, qu'est-ce qu'on entend par jeu? On fait un truc très scolaire, on commence par définir les termes du sujet. Alors, on est allé poser la question à Wikipédia. Wikipédia n'a pas toute la science, mais c'est quand même intéressant, et vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'on a trouvé comme définition sur Wikipédia. Donc, tu peux nous la lire? Oui. On peut définir le jeu comme une activité d'ordre psychique ou bien physique, pensée pour divertir et improductive à court terme. Le jeu entraîne des dépenses d'énergie et de moyens matériels sans créer aucune richesse nouvelle. C'est un scandale! Ah, ok. Bon, moi, j'étais contente d'avoir trouvé ça sur Wikipédia. Je me suis dit, on a un bon truc à déconstruire. Oui. On a un point de départ. Et c'est vrai que si votre boss clairement tombe sur cette définition, je suis pas sûre que le jeu fasse une grosse place dans l'entreprise. Le mot improductif a peut-être levé 10 alertes. Parce que, dans votre boîte, c'est comme partout, faut faire du chiffre. Vous êtes peut-être en sous-effectif, en tout cas, vous avez énormément de boulot, vous avez du turnover, vous gérez plein d'imprévus. En plus, votre boss vient de racheter une boîte, comme si ça ne suffisait pas, et les journées font toujours 24 heures. Donc, clairement, vous avez peut-être autre chose à faire que jouer. Peut-être jouer, vous vous dites, franchement, ça me plairait trop de jouer, j'aimerais. Mais en fait, j'ai pas le temps. Et en plus, peut-être aussi que le Monopoly, le Scrabble, même avec vos enfants, c'est pas trop votre truc. Moi non plus. Et pourtant, le jeu, c'est hyper puissant. Et je vais laisser Lucie nous parler de la puissance du jeu. La puissance du jeu. Alors il y a plein de bénéfices au jeu. Ce qu'on va vous dire, ce que je vais vous dire là, c'est que des choses qui sont ressorties d'études. Enfin, c'est pas quelque chose que nous on a pu constater ou on s'est dit tiens, on va y réfléchir entre nous. C'est étayé par des études. Et donc le premier, c'est que le jeu facilite l'apprentissage. On est plus concentré, on retient mieux, on s'approprie les notions. Et donc dans les notes que tout le monde voit. Les notes, non, elles seront... en fait, à l'issue du webinaire, comme d'habitude, vous pourrez télécharger toute la présentation avec toutes les notes, donc tout ce qu'on vous raconte à l'oral, et puis aussi les sources des études qu'on est allé éplucher, que tu as épluché avec ton équipe d'ailleurs. Avec Circe. Merci Circe, qui normalement est là, j'espère qu'elle s'est réveillée, qui a fait un rapport l'année dernière, un rapport de stage, et donc qui a recherché tout un tas d'études qui nous ont servi aujourd'hui. Et donc, on a des études qui ont été réalisées en France, mais en Europe et dans le monde entier, sur des enfants, mais aussi sur des adultes, qui montrent que on retient plus que en étant passif, en jouant. Voilà. Le jeu motive également, donc on est plus actif. Là encore, on a mis dans les notes une étude qui a été menée en Allemagne et qui a été réalisée sur des étudiants
qui le prouvent. Enfin, voilà, en Espagne aussi d'ailleurs. Voilà, ça rend plus curieux également. Ça nous aide à réfléchir autrement et à résoudre des problèmes. Dans les notes, on a parlé d'un exemple sur les wargames, qui me parle un peu moins, mais que vous avez mis en exemple, où il y a tout un univers à créer, et donc il faut se renseigner, il faut construire des choses, etc. Et donc, voilà, ça nous apprend à être un peu plus curieux. Le jeu nous sort de la routine. Moi, personnellement, c'est pour ça que l'entreprise s'appelle l'échappée ludique, parce qu'il y a le mot échapper, parce que le souhait, c'est de faire sortir du quotidien, quoi. Ça réunit et ça rassemble. Du coup, on revient à ce que toi, t'avais dit, à quoi te fait penser le jeu, sur le fait que ça rassemble les gens. Et donc, on change de... Voilà, un jeu coopératif, par exemple, on n'est pas forcément en train de s'affronter. On est les uns avec les autres pour atteindre un objectif commun. Mais même dans les jeux où on peut être opposés les uns aux autres, finalement, il se passe quelque chose entre nous qui fait qu'on se sent potentiellement plus proche à la fin, quoi. Alors, ça déstresse. Même s'il y a des jeux assez stressants. Hein ? Même s'il y a des jeux assez stressants. Oui, c'est vrai. Où on se met la pression. Ouais. Mais finalement, ça active le circuit de la récompense. Youpi. Et donc, oui, il y a le fait de... quand on en discutait ensemble, tu disais que s'il n'y a pas un minimum de challenge, on n'est pas non plus assez content d'avoir réussi. Ouais, quand il y a un exactement. peu de défi, en fait, il y a une satisfaction à réussir, quoi. Et donc, ça active des choses à l'intérieur de notre corps qui nous font du bien et qui nous détendent. Et quand on imagine des jeux, j'imagine toi, tu as eu ce cas de figure, nous c'est pareil, quand on a travaillé sur un jeu avec un de nos clients, c'était difficile de trouver le juste équilibre pour que ce soit assez difficile pour que les gens disent « Yes, on a vraiment réussi quelque chose », mais pas non plus trop difficile où c'est décourageant et où tu as envie de jeter l'éponge. Et ce niveau-là, il est pas facile à trouver. Ouais. Le jeu coopératif contribue à faire comprendre la valeur du travail en équipe. Ben oui. On est tous différents et donc je trouve que dans le jeu où on doit coopérer avec d'autres, on se rend compte que le fait que les autres soient différents, ça fait avancer l'équipe. Je vais briller un moment parce que ça va être une énigme qui va me parler, par exemple. Et puis un autre moment, heureusement que Aurélien était là parce que lui, il fonctionne complètement différemment et c'est lui qui nous a sorti, qui nous a fait avancer, etc. Et donc, ça, c'est un gros plus pour moi du jeu. Et donc, le jeu se ferait donc des salariés concentrés, impliqués, qui progressent, qui sortent de leur zone de confort, qui se challengent, des salariés motivés et qui arrivent à mieux travailler ensemble. Ça a l'air tout de suite beaucoup plus intéressant que la définition Wikipédia. C'est ça. On va peut-être proposer d'ailleurs de la modifier. Ouais. Oui, n'hésitez pas. Oui, bah là tout de suite, du coup, ça devient plus intéressant pour votre boss notamment, qui tout à l'heure, après avoir vu la définition Wikipédia, se disait bon bah, je fais bien de ne pas en faire en entreprise. Là, il se dit ah, peut-être que ça va m'apporter aussi à moi. Et oui, on l'a pas dit, mais évidemment, bah, alors moi, dans les choses auxquelles le jeu m'a fait penser, il y avait le rire. Il y en a qui ont mis humour aussi dans les commentaires. Oui, c'est un super moyen de passer un bon moment et de se marrer, quoi. Enfin, ouais. Et puis, c'est créateur de souvenirs. Et ça, en entreprise, moi, je trouve que c'est une force pour une entreprise d'avoir des salariés qui ont des souvenirs communs. Quand j'en discute, c'est assez fédérateur, je pense. Et pour le sentiment d'appartenance à l'entreprise, c'est un plus, clairement. Donc ça y est, vous êtes peut-être motivé sur le principe. Mais concrètement, dans quoi est-ce que vous pouvez mettre du jeu ? Là, on va essayer de regarder en fait plein de moments où ça peut être opportun. Et vous allez voir, c'est pas forcément les mêmes jeux qu'on va mettre en place. Alors, le premier, ça va être accueillir ses nouveaux collaborateurs. On essaie toujours de repartir de situations que vous avez pu vivre ou voir dans vos entreprises, plus ou moins réalistes.
Alors, vous pouvez peut-être avoir l'idée d'avoir un jeu pour l'accueil de collaborateurs et entendre certains collègues vous dire « Ouais, mais attendez, on va pas leur rajouter un jeu. Déjà, ils ont un programme d'intégration de dingue, qu'ils ont peut-être autre chose à faire qu'à jouer. » C'est peut-être en plus un ou une collègue très sympa qui veut pas cramer les nouveaux, trop leur charger la barque, mais vous allez voir, en fait, le jeu va peut-être être intéressant quand même pour les intégrer. C'est surtout... Enfin, vous allez voir les exemples qu'on va partager, c'est dans des très grosses boîtes où ils ont beaucoup de nouveaux arrivants, mais ça peut être fait à petite échelle aussi dans des plus petites entreprises. Et c'est vrai que quand on est nouveau, quand on rejoint une entreprise, c'est pas évident de faire connaissance avec ses collègues, de connaître tout le monde ou de cerner la culture d'entreprise. Et le jeu va pouvoir nous aider à ça. Alors, des exemples qu'on a pu trouver intéressants, c'est un escape game pour créer un effet promo. Donc là, effet promo, c'est vraiment dans des grosses boîtes qui vont accueillir d'un coup 10, 15 personnes, même plus, donc chez Carrefour par exemple ils ont mis en place un escape game pour les nouveaux qui intègrent leur graduate programme. Donc c'est des programmes où ils vont tester plusieurs métiers différents au sein de l'entreprise en sortant de l'école et donc ça leur permet de faire connaissance entre eux parce qu'ils vont peut-être pas forcément être dans les mêmes services derrière, d'identifier rapidement qui sont les nouveaux et puis de lancer déjà des échanges, de la communication entre eux et comme tu le disais ça crée un vrai sentiment d'appartenance. Un autre exemple qu'on a vu, c'est chez DXC Technologies. C'est une boîte qui est dans la cyber. Eux, ils font jouer leur nouveau un escape game qui les plonge en plus dans un scénario autour de la cyber. Donc en plus, il y a la dimension métier et l'approche que la boîte a de la cyber qui va commencer à infuser lors de ce jeu. Et tu avais un exemple aussi, il me semble... J'en ai plein en fait. Hier, j'ai eu quelqu'un au téléphone, ils sont que 9 dans l'entreprise, mais ils sont sur 2 agences différentes. Et sur les 9, il y a 4 nouveaux. Et donc, elle me disait, moi, je veux un jeu où les 4 nouveaux qui sont pas forcément sur la même agence que tout le monde, etc., fassent connaissance avec tout le reste de l'équipe. Et puis, la semaine dernière, j'ai fait jouer des alternants, enfin, Vente de Mortel qui faisait une journée pour intégrer les alternants de toute la France. Okay. Et donc, eux voient l'intérêt que des gens qui se verront pas forcément au quotidien, mais qui travaillent dans des services différents, et un peu la vision de qui est où et qui fait quoi. Et je vais avoir une question sur telle chose parce que j'arrive dans l'entreprise, mais aussi parce que je découvre un métier. Et je sais à qui m'adresser. Donc, il n'y a pas besoin d'être Carrefour. Non. Pour intégrer les nouveaux avec le jeu. Donc ça, c'était sur l'intégration. Un autre objectif qu'on va pouvoir atteindre grâce au jeu, c'est inciter ces équipes à se dépasser sur un temps court. Le challenge. Alors là, on peut avoir des réactions un peu... quand on peut mettre ça en place dans sa boîte, ça va, le challenge avec le jeu. Moi, j'ai pas envie d'avoir ma photo employée du mois dans le hall d'accueil. C'est pas mon trip. On peut comprendre ce genre de réaction. On peut. Mais vous allez voir, le challenge, ça peut quand même être intéressant et ça va être surtout pour rendre un peu plus fun des tâches assez rébarbatives. On a trouvé des exemples là aussi intéressants. Alors chez Procter & Gamble, grosse boutique, eux, ils ont essayé de apporter du jeu dans ce que vont faire les commerciaux. C'est-à-dire qu'ils ont tout un tas de commerciaux qui vont devoir faire des actions et en gros, ils sont motivés, du coup pas très motivés, pilotés par des tableaux de bord qu'ils ont dans leur gros CRM et ils doivent passer X appels, avoir X opportunités, etc. C'est bon, quand on regarde les chiffres et les tableaux sur Salesforce, enfin ça en amuse certains, mais pas tout le monde. Et eux, ils se sont dit, on va essayer de gamifier un peu ça. Et donc, ils ont créé un jeu sur mesure pour eux, un jeu en ligne, qui s'appelle Masters of the Endless Sea. Donc, c'est dans un univers un peu pirate. Vous pouvez voir des captures d'écran, là. Et honnêtement, quand j'ai commencé à regarder cette étude de cas, je me suis dit, est-ce que ça a vraiment pris ce truc ? Et en fait, les résultats qu'ils communiquent sont assez impressionnants. Déjà, 100% de leurs commerciaux se sont inscrits sur ce jeu. Ils ont eu 25% d'augmentation des ventes et 300% d'augmentation des interactions entre les collaborateurs. Parce que peut-être que d'habitude, ils travaillent en silo et en fait, ils font leurs actions dans leur tableau de bord tout seuls et ils se parlent pas. Et quand même, cette activité commerciale, elle peut être assez dure et c'est répétitif. Et le fait finalement d'apporter une couche de jeu autour de ça, en fait, leurs actions, elles leur permettaient de gagner des points, de les utiliser pour améliorer leur bateau, débloquer, avoir du matériel à débloquer avec des bonus.
Ils avaient même discuté avec leurs équipes dans des tavernes fictives. Bon, j'espère qu'ils se retrouvaient aussi dans des tavernes réelles. Mais ça les a incités à finalement plus se parler. Donc, c'est vrai que les résultats sont assez intéressants. Et puis, un autre exemple, c'est chez Doctolib, où les commerciants terrain, ils font beaucoup de prospection téléphonique toutes les semaines. Donc, quand c'est toutes les semaines, c'est dur de rester motivé, de reprendre son téléphone, d'être tout seul ou à deux dans son bureau à faire de la prospection. Et en fait, pour rendre cette tâche plus ludique, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils organisent tour à tour, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, des challenges en équipe. Donc, c'est pas toujours le manager d'équipe qui dit... bon, cette semaine, on va faire un défi. En fait, ça tourne. Et donc, par exemple, la semaine prochaine, tu vas nous proposer un défi. La semaine suivante, ça sera toi. Puis la semaine d'après, ça sera moi. Donc, c'est intéressant parce que d'une part, c'est pas descendant. Et d'autre part, les jeux qu'ils proposent sont hyper variés, quoi. Donc, ils ont fait une bataille navale. Donc, les commerciaux s'étaient répartis en 2 équipes. Ils placent leur bateau sur une grille. Et dès qu'un commercial prend un rendez-vous, il a le droit de jouer pour son équipe. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut se faire sur Excel, quoi. Un autre exemple, c'est qu'ils ont fait un blind test. Donc, quelqu'un a organisé un blind test qu'il a envoyé à tout le monde. Et dès que je prends un rendez-vous, j'ai le droit de tenter ma chance et d'essayer de gagner un titre. Et en fait, peut-être qu'on va être motivé pour prendre des rendez-vous juste pour dire « Ah, j'ai réussi à deviner cette chanson-là ». Donc, c'est infini. Et ça crée vraiment une autre dynamique dans l'équipe. Alors, je crois que quelqu'un aussi nous partage des exemples. D'intégration de nouveaux. Et puis, on nous disait aussi que la photo, c'était important pour la reconnaissance de la nouvelle personne et son positionnement dans l'entreprise. Donc, par rapport à l'employé du mois, ce que tu disais peut-être tout à l'heure. Ah ouais, alors je ne sais pas si c'est l'affiché dans le hall. Mais et avec le mot employé du mois. Je reprends un peu ce que tu disais de tu rejoins une boîte et en fait tu ne sais même pas forcément à quoi ressemblent des gens avec qui tu vas bosser. Alors on le voit avec la visio, mais c'est dur de situer qui fait quoi. Et le fait d'avoir passé un moment avec ces gens-là, si tu dois bosser avec eux à distance, ça peut tout changer, quoi. Ouais. Alors, autre moyen de mettre du jeu dans votre boîte, ça peut être tout simplement pour booster la communication au sein d'une équipe. Alors, on en a un peu parlé dans l'intégration, c'est ça, mais vous pouvez avoir peut-être juste l'enjeu de « il faut que mes équipes communiquent ». Ouais. Et peut-être que vous allez entendre « ça va, on est 25 dans la boîte, on n'a pas besoin d'aide pour communiquer. On n'est pas... dans une tour où on a 6 étages et on est des centaines. » En fait, c'est pas forcément vrai, je trouve. On peut avoir besoin de moyens pour nous aider à communiquer, même dans des petites boîtes. Et pour faire ça, y a des choses très simples. Tout d'abord, le concours en équipe. Pour faire se parler des gens qui collaborent pas forcément au quotidien, parce que là, on va être un peu malin dans la création des équipes. On va mettre en équipe des gens qui sont pas forcément dans les mêmes bureaux. Oui. Et là, c'est pareil, il y a des choses toutes faites qui existent. Après, si vous êtes créatif et que ça vous amuse d'imaginer des jeux, faites-vous plaisir. Oui, oui. Il y a Mon Petit Gazon, qui existe depuis longtemps. Ça a été lancé en 2011. On fait aimer le foot, quand même. Quoique, pas forcément. Pas forcément, non. Et en fait, vous pouvez créer une compétition, vous pouvez créer votre club fictif et participer à des matchs face à d'autres membres. Je crois qu'on peut aussi parier sur les matchs réels. Ah oui, et les résultats sont basés sur les performances réelles des joueurs. Mais on peut composer ces équipes avec des joueurs qui ne sont pas forcément ensemble dans un vrai club de foot. Okay. Il faut les acheter. Ah. Suivant leur cote. Ok, voilà. Ok. Donc ça, c'est en équipe. Et vous pouvez aussi créer des concours individuels. Donc là, il y a autre chose qui va pouvoir s'exprimer. Ça peut être les talents de vos collaborateurs. Ça peut vous permettre aussi de découvrir des talents cachés que vous ne soupçonniez pas au sein de vos équipes. Alors, il y a un truc très classique, mais qui peut bien fonctionner, c'est le traditionnel concours photo que vous organisez dans la boîte. Et en plus, vous pouvez mettre un thème. L'entreprise peut payer l'impression des photos, vous les affichez dans vos locaux. Ça fait un peu de déco. Ça crée aussi de la discussion entre les gens. Bref, ça crée du lien. Ça peut faire s'interroger aussi vos clients, les gens qui passent dans votre entreprise. Voilà, un truc très simple à organiser.
Et puis un autre exemple qui est en cours en ce moment à l'agence, pour la 2e édition, c'est Inktober. Donc c'est pas nous qui l'avons inventé, on s'appuie sur ce défi de dessin. T'aurais dû faire croire que c'était vous. Ouah, j'aurais aimé. En fait, on nous donne une liste de 31 mots. Il y a un mot par jour pendant le mois d'octobre. Et en fait, on doit chaque jour faire un dessin en lien avec ce mot. Et donc, c'est beaucoup partagé sur les réseaux sociaux. Mais nous, on le fait en réel. C'est-à-dire que tous les jours, tous les gens qui veulent participer, il y a quasiment la moitié de l'agence qui participe, viennent accrocher leur dessin sur le hall d'entrée. Et c'est intéressant parce que ça fait se parler les équipes, on voit les interprétations de chacun, on se dit waouh, comment t'as sorti cette idée, t'as ça dans le cerveau, c'est trop bien. On voit leur style, on voit aussi qu'il y a des gens qui sont pas forcément créa et qui dessinent, donc c'est cool. Et puis de gens qui n'ont pas forcément un objectif de super bien dessiner, mais juste ça les amuse de faire partie de ce défi-là. Donc chaque participant y trouve son compte, c'est plutôt chouette. Et même les gens qui ne jouent pas, certains apprécient aller regarder ce qui est sorti le jour même, donc ça crée du lien. Et puis finalement, on fait quelque chose ensemble. Et je rebondis parce que la slide d'avant, tu disais ça peut faire interroger les clients, mais moi, la première fois que je suis venue en octobre et que j'ai vu ça, c'est vrai que j'ai passé un certain temps à regarder tous les dessins, etc. Et du coup, ça a entraîné une discussion. Et puis, je trouve que c'est cool de se dire que on a l'image de certaines personnes avec qui on travaille dans le travail et que ce genre de choses nous fait dire mais en fait, il y a tout un monde que je ne soupçonnais pas. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça, c'est chouette. Créer de la cohésion d'équipe. Donc, ça peut être pour remettre de l'énergie, désamorcer une situation tendue, renforcer les liens, et même célébrer un effort ou une victoire collective. Alors, cohésion, vous pensez séminaire. Et vous pensez peut-être, la flemme, on va encore faire un bowling. Même si quand on a parlé, on s'est dit, on n'a jamais fait de bowling. Donc on fera peut-être un bowling finalement. Mais il n'y a pas que le bowling dans la vie. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire en cohésion. Ouais. Tu vas pouvoir nous en parler. Oui. On a pris 2 exemples de jeux que je propose. Et le premier, c'était le cas de... je suis intervenue pour le SMICTOM de Pipriac. Et j'ai proposé le jeu qui s'appelle le Magot de Brannan, qui a permis, dans le cas présent... Enfin, ce qui est intéressant, c'est que j'ai, quelques semaines après ou quelques mois après, eu l'occasion d'avoir une interview de moi, mais aussi de mon client et d'un salarié chez le client qui avait participé. Et donc, moi, j'étais pas du tout au courant de... J'ai découvert l'article et notamment ce qui avait été dit, c'est que... ce que j'ai dit il y a 2 minutes, en fait, c'est que il y a une personne qui s'est retrouvée en équipe avec quelqu'un avec qui il y avait des différends et que pour le bien du jeu, ils ont mis leurs différends de côté et que finalement, la personne qui était interviewée disait j'ai découvert cette personne sous un nouveau jour et des choses que je ne soupçonnais pas, des tempéraments que je soupçonnais pas. C'est vrai que quand on joue, des fois, pris dans le jeu, on se lâche un peu plus que quand on est derrière son ordinateur, etc. Et donc, c'était intéressant de ce point de vue-là. L'autre exemple qu'on a pris, c'était une intervention de l'été dernier dans un organisme où il y avait un contexte assez tendu, un changement de direction et beaucoup de défiance entre les collaborateurs et la direction, mais entre collaborateurs aussi. Et c'était la première fois qu'ils organisaient quelque chose pour les équipes. Et donc, il y avait un peu de stress de la part des organisateurs. Et d'une crainte que ce soit très mal accueilli, qu'il y ait des choses pas chouettes qui se passent pendant le jeu. Et donc, j'ai proposé volontairement le jeu qui s'appelle la Ludic Secret Agency, qui est un jeu assez simple. Quand on parlait tout à l'heure du niveau de difficulté, celui-là,
vraiment c'est fait pour que tout le monde réussisse et de mettre les gens en équipe, en situation de réussite ensemble. Je trouve que c'était le jeu le plus adapté parce que il n'y a pas de... s'il y a des tensions dans les gens dans l'équipe, ce sera de la faute d'un tel si on réussit pas. Là, tout le monde réussit, donc on est content d'avoir fait ça ensemble. Il n'y avait pas d'obligation de participer, mais le jeu passait volontairement un peu dans tout le site pour que les gens qui participent pas, potentiellement aussi, voient ce qui se passe. Et ma petite réussite à moi, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas prévu de participer, qui a vu de loin les choses se faire, qui a été un peu curieux, qui est venu et qui a finalement participé et qui, à la fin du jeu, m'a dit vous faites un métier super, vous rendez les gens heureux. Et donc, du coup, c'est un chouette retour de la part de quelqu'un qui était plutôt inattendu et plutôt dans le camp des on n'a pas envie, quoi. Et voilà. Et donc, il y a eu aussi ce que je trouvais d'intéressant, c'est qu'on m'a proposé de me montrer les gens potentiellement problématiques et que moi, j'ai refusé pour que tout le monde soit logé à la même enseigne et que... Pas que t'aies ce biais. C'est ça, exactement. Et du coup, moi, si je les vois comme n'importe quel autre, peut-être qu'ils vont se comporter différemment aussi. Et donc, finalement, c'est un super événement, des super retours, des gens qui travaillaient pas ensemble, qui se sont découverts. Et donc, voilà. Il y a un autre truc qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que on force pas les gens à jouer. On y revient, je crois, un peu plus tard, mais pour moi, ça doit jamais être obligatoire. Je me souviens d'une autre fois où j'ai intervenu dans un club d'entreprise et où je fais mon brief, le même jeu, et il y a quelqu'un qui me dit clairement, ça me fait chier. Sympa. J'ai pas envie. Et j'ai dit, mais aucun problème. Peut-être que c'était pour me déstabiliser un petit peu. Mais alors, moi, j'ai complètement réagi naturellement en disant, aucun problème. N'hésitez pas à sortir de l'équipe et à faire autre chose. Pour moi, c'est aucun souci. Et encore une fois, bon, je me mets vachement en valeur, du coup. Mais encore une fois, finalement, peut-être que c'est elle qui s'est retrouvée déstabilisée par le fait que je lui dise, pas de problème, arrêtez. Et elle fait, non, je vais quand même le faire. Et à la fin, elle m'a dit, je regrette pas de l'avoir fait, c'était vraiment super. Cool. Voilà. Mais c'était aussi, je pense, le bon jeu parce qu'ils ont réussi entre membres d'un club où ils se connaissaient pas forcément. Donc, il y a peut-être pas que le jeu, il y a peut-être le côté, je connais pas les gens avec qui je suis en équipe parce qu'on avait choisi les équipes à l'avance, etc. Donc, voilà. Encore, c'est un jeu simple où moi, je joue le rôle d'une directrice d'une agence secret et je recrute. Et donc, du coup, le fait que nous, on joue un rôle, les gens osent plus aussi parce qu'ils ne peuvent pas être plus ridicules que moi. Enfin, voilà. Donc, tout ça fait que ça a pris, quoi. Voilà. On va parler du cas d'utilisation des jeux pour les formations, donc pour améliorer les formations. Donc on va commencer par le cas classique du collègue Bernard. Mon fameux collègue Bernard. Donc 2 jours de formation, j'ai plus l'habitude et de toute façon moi après le déj je fais la sieste. Très bien. Donc plutôt que faire des formations un peu magistrales, on peut utiliser le jeu pour essayer de faire apprendre des choses. Alors on a le premier exemple, c'est le Serious Game en ligne. Donc avec le cas d'un de nos clients qui s'appelle Aerium, qui a un jeu qui s'appelle Cyber-Investigation. Donc c'est un jeu en ligne auquel beaucoup de personnes peuvent participer en même temps et c'est une sorte de course pour résoudre une énigme et pour sensibiliser les gens à la cybersécurité en fait. C'est-à-dire qu'on va leur faire chercher des indices sur des personnes, par exemple ça va être sur des faux profils LinkedIn, Facebook ou autre, d'aller sur des sites, afin de les sensibiliser à laisser ces informations publiques, aux bonnes pratiques cyber et tout. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors après avoir eu plus de 200 000 joueurs, alors pas forcément simultanément à y jouer, ils ont constaté que les gens retiennent beaucoup de réflexes de cybersécurité, donc de protection. Et sans doute plus que si ça avait été une formation classique, un document et 3 heures, vraiment, où des fois ça rentre par une oreille, ça sort par une autre. Et donc là, le jeu et l'implication et le fait qu'il y a un challenge, vraiment, il y a un classement, a fait que les gens ont retenu les choses. Et ce qui est intéressant pour compléter, nous, on a développé pour eux toute la plateforme web qui permet aux joueurs d'avoir le scénario de jeu et de remplir leurs réponses
au fur et à mesure qu'ils avancent dans cette recherche d'infos. Et ce qui est très... Donc finalement, c'est assez simple. Je pense que c'est pas comme le jeu qu'on voyait de Procter & Gamble, où on est dans un univers de pirates, où on a presque l'impression d'être dans un jeu vidéo. Là, finalement, l'interface web, elle est assez simple. Et ce qui rend le jeu super prenant, moi j'y ai joué du coup, c'est que t'es sur Internet et tu vas chercher des infos, comme tu dis, sur des vrais comptes Facebook, sur des vrais sites web. Donc, en fait, en un quart d'heure, t'es clairement dans ton personnage. Ouais, c'est pas plus c'est réaliste et qu'on peut se mettre à la place de la personne sur qui on cherche les infos. Exactement. Que tu dis, si on trouve si facilement, si moi, alors je suis pas du tout hacker, je trouve facilement des infos sur des gens. Quelqu'un d'un peu bon. Ça peut aller dans l'autre sens. Ouais. Exactement. Donc ça, c'était la version en ligne. On a la version, donc le Serious Game version jeu de plateau, donc là un jeu de cartes. Et on a l'exemple du jeu Innovarium fait pour la CCI Bretagne. Donc c'est aussi un jeu qui a été développé en collaboration avec Concept Image. Et ça sert à remplacer, donc pareil, une formation pour les PME, les ETI. Donc c'est un jeu où les participants doivent donc utiliser différentes cartes pour comment dire, en fait ils sont dans une une entreprise innovation, fictive, oui, voilà, et ils doivent mettre en place des projets d'innovation dans cette entreprise. Exactement. Donc à la base on peut dire pas super fun ça. C'est vraiment un jeu. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que déjà on leur assigne des rôles qui sont pas du tout les rôles qu'ils ont de base dans leur entreprise. On fait bosser enfin c'est pas des gens forcément d'une même entreprise, c'est des gens de différentes boîtes qui vont jouer ensemble, et ça les sort de leur posture. Et finalement, ça les sensibilise à ce que c'est que le management de l'innovation. Parce qu'en gros, la CCI, ils utilisent... En fait, ils mettent en place des programmes d'accompagnement des entreprises pour les aider à mettre en place du management de l'innovation. En fait, ils n'arrivaient pas à déclencher ces accompagnements parce que les chefs d'entreprise disaient « Je ne sais même pas de quoi vous me parlez. Donc, vous voulez m'accompagner sur un truc, innovation, je vois, management d'innovation, je vois pas trop. » Et plutôt que de leur dire venez à la CCI, on vous fait une présentation d'1 heure pour vous expliquer le management de l'innovation et ce qu'on peut mettre en place comme accompagnement. Pas très sexy. Venez une demi-journée, jouer à un jeu qui est un serious game et vous allez voir ce que c'est le management de l'innovation, comment ça peut se mettre en place dans votre boîte. Et en fait, c'est plus tentant, finalement, de venir jouer, de rencontrer d'autres boîtes. Tu fais un peu de réseau aussi, finalement. Et derrière, les gens ont compris et se disent « Ah ouais, non mais moi je suis à des années-lumière de ça dans ma boîte. Ah ouais, vous pouvez m'aider à mettre ça en place, trop bien. » Donc c'est presque un outil de formation, presque d'avant-vente. Et ils ont pareil des super retours. Et nous, on les a formés pour que les gens de la CCI puissent animer les sessions. Donc après, ils sont super autonomes avec leur jeu. Donc dans les autres bénéfices, il y a le fait de pouvoir résoudre des problèmes en équipe. Et l'exemple qu'on a pris, c'est la méthode Lego Serious Play. Donc, Elisabeth est bien placée pour dire... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Votre collègue Alain, mais ça aurait pu être Elisabeth. Tu balances. T'as raison. Avant. Et donc, la méthode Lego Serious Play, c'est une méthode qui permet de résoudre des problématiques par le biais des Legos. Alors, j'ai envie de dire plus des Legos que du jeu, mais la construction, en fait. L'idée, c'est... ce qui a été beaucoup... la phrase qui revient tout le temps pendant qu'on fait des ateliers Lego Serious Play, c'est laisse faire tes mains. Parce que l'entreprise va arriver avec une problématique à résoudre ou un besoin de créer du lien entre des collaborateurs. Et l'atelier va durer, en général, on dit qu'une journée ou deux journées, c'est l'idéal. Et donc, au début, le facilitateur va poser des questions. Où il va y avoir une construction individuelle avec des Legos et parfois la question, alors qu'on sait qu'on vient pour un atelier sur la projection sur l'entreprise en 2030, tu dis la première question, qu'est-ce que c'est, quel est le rapport, et en fait à mesure que l'atelier avance, on voit un peu plus comment on va répondre à la question. Mais en tout cas, la première question n'est pas forcément liée à tout le reste et ça commence par quelque chose d'individuel et que après on restitue
en deux mots au collectif et éventuellement on fabrique quelque chose, mais pas forcément immédiatement en commun. Il peut y avoir aussi des choses qu'on imbrique les unes avec les autres avec des liens plus ou moins flexibles, etc. Et la puissance de cette chose-là, c'est quand on met les constructions en mouvement. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc, et pour autant, on peut se dire, le Lego, c'est un jeu pour enfants. Et ben non, c'est un outil aussi pour construire l'équipe et puis pour résoudre des problématiques. Et par rapport à mettre le Lego en mouvement, qui là me semble assez abstrait, mais tu nous avais donné un exemple la dernière fois en nous disant une équipe qui doit se rapprocher de son client, en fait, ça peut avoir un impact. Tout au long de l'atelier, il y avait eu des constructions individuelles sur les gens avec qui on est le plus liés dans notre métier. Donc, par exemple, il y en a qui vont construire faire une construction qui représente leurs clients, d'autres qui vont faire leurs fournisseurs, d'autres qui vont faire leurs collaborateurs. Il va y avoir aussi une construction sur le marché. Et puis, après, il va y avoir une autre phase où on construit les liens. Et donc là, typiquement, il y a des plaques de Lego de 1/20, par exemple, fixes, puis d'autres qui sont plus flexibles. Donc, on va lier le marché au client, le marché aux fournisseurs, etc., etc. Et puis, chacun doit dire, mon objectif, c'est d'aller chercher des clients, par exemple. Donc, je vais prendre ma construction de mon petit bonhomme à moi, l'échappée ludique, et je vais la déplacer vers la construction qui représente le client. Et donc, en faisant ça, comme il y a beaucoup de choses qui sont liées les unes aux autres, il va y avoir du mouvement ailleurs. Et donc, on va voir que si je veux aller vers plus de clients, peut-être que je vais être obligée ça va m'éloigner d'autres choses et ça va me rapprocher d'autres choses. Et c'était incroyable quand on a fait cet exercice-là, de voir à quel point, en fait, c'était extrêmement bien fait. C'est-à-dire que je vais vers mes clients, du coup, naturellement, par exemple, mon lien avec un fournisseur de, je sais pas moi, de brochures ou un truc comme ça, hop, ça va se rapprocher aussi. Et donc, tu te dis, oui, pour aller vers plus de clients, il faut que ma communication évolue. Et puis, ça va m'éloigner d'autres choses qui est, par exemple, pour moi, le temps de création. Si je veux aller chercher du client et puis avoir plus de contrats avec des clients, forcément, je vais moins créer de jeux. Voilà. Et donc, au tout début, c'est vrai qu'on n'imagine pas vraiment la fin et on était, 10 autour de la table. Et il y avait un waouh à chaque fois que quelqu'un en remettait en place. Et puis quelqu'un d'autre, sa problématique, c'était pas aller chercher du client, mais c'était régler des problèmes de livraison fournisseur. Voilà. Et donc, pareil, à chaque fois, en fait, c'était très parlant. Voilà. Okay. Donc, c'est des Lego spéciaux ? Oui. Tu peux pas prendre les Lego que tu as chez toi. Tu peux prendre les Lego que tu as chez toi pour compléter les kits Lego Serious Play qu'il faut acheter. Et oui, il y a des kits de départ, il y a des kits de construction, il y a des kits selon aussi l'objectif. Il y a un kit genre équipe, il y a un kit résolution de problème. Voilà. Donc, c'est... alors moi, je suis facilitateur Lego Serious Play certifié et donc... c'est pas des ateliers qu'on peut mettre en place normalement sans avoir un facilitateur qui est là pour encadrer. Ouais. Et d'ailleurs, c'est bien aussi que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui mène l'atelier. Parce que quelqu'un de l'intérieur, il va forcément être influencé par sa propre vision, en fait. Trop intéressant. On va aller sur le cas du jeu pour analyser comment fonctionnent les collaborateurs et aussi comment on fonctionne. Alors, avec l'exemple du manager qui va nous dire... Alors, toi, quand tu travailles en équipe, tu as quel rôle ? Très facile d'y répondre. Ouais, c'est pas évident, franchement. Il faut avoir un peu d'introspection. Alors, donc, il n'est pas toujours facile de se connaître et de voir comment fonctionnent nos équipes au quotidien. Donc, une mise en situation sous forme de jeu peut nous en apprendre beaucoup. On va partir sur plusieurs exemples. Et notamment le Chamallow Challenge. Chamallow Challenge, j'explique en quelques mots ce que c'est. On est autour d'une table à un petit groupe, donc il peut y avoir plusieurs tables. Sur chaque table, il y a 20 spaghettis pas cuites, sinon c'est pas drôle. Un chamallow,
1 mètre de scotch et 1 mètre de ficelle. Et on a 15 minutes, enfin chaque table a 15 minutes pour faire la construction en spaghetti la plus haute, au sommet de laquelle il y aura un chamallow. Sur chaque table, il y a un observateur qui est là et qui ne dit rien et qui prend des notes sur ce qu'il voit avec un questionnaire. Et puis l'animateur observe un peu ce qui se passe sur les tables et au bout de 15 minutes, coup de sifflet. Ça passe vite, hein. 15 minutes, ça passe extrêmement vite. Et tout le monde s'arrête et on regarde, tout le monde s'éloigne des tables et on regarde quelle construction qu'on tienne ou ne tienne pas. En général, 50% s'écroule ou il n'y a rien du tout qui a été fait. Et donc, il y a tout un débrief par la suite qui dure bien plus longtemps que 15 minutes sur ce qu'on a observé, donc avec les observateurs des équipes qui ont fait la construction la plus haute parce qu'on mesure, évidemment. Et puis certains observateurs de ceux où il n'y a pas eu de construction, pour essayer de comprendre ce qui fait que ça a marché pour certains et pas pour d'autres, et donc notamment sur comment on fonctionne en équipe, en mode projet. Est-ce qu'on s'est autorisé à aller voir ce qui se passe ailleurs, sur les autres tables? Est-ce que on s'est réparti le travail, etc., etc. Et donc, ce jeu-là, pareil, extrêmement intéressant. Je l'ai co-animé avec Brigitte Chollet sur des directeurs d'agences d'un fournisseur d'électricité et de gaz. Et très intéressant de voir est-ce que les gens se répartissent les tâches ou est-ce qu'il y en a un qui va prendre le lead et qui va faire à son idée et que les autres vont être obligés de suivre. Est-ce qu'ils vont faire des schémas voilà. Est-ce qu'ils vont faire des essais rien que pour voir combien de spaghettis peuvent supporter un chamallow, parce qu'on se dit un chamallow c'est léger, mais un spaghetti c'est fébrile. Donc, donc voilà, très intéressant comme exercice aussi pour s'interroger sur comment on se positionne dans une équipe et comment on travaille les uns avec les autres. Tu fais pas forcément par contre des tours comme ça, là, ils ont fait l'Empire State Building en... Là il y a plus que un spaghetti, je pense. Il y a plus qu'un chamallow d'ailleurs dans le schéma. Ouais. Donc on peut le faire en version simplifiée, ça marche aussi. Bah d'ailleurs, l'exercice ne sera pas aussi parlant s'il y a plus de chamallows et plus de spaghettis. Ok. C'est toi, Elisabeth, je crois. Oui. Un autre exemple un peu barré, on passe du chamallow à l'EF. Peut-être certains d'entre vous connaissent cet exercice. Sur la créativité, on va poser aux participants la question suivante. Comment jeter un œuf de 15 mètres de haut sans qu'il se casse? Alors, l'exercice ne consiste pas à faire réellement l'expérience, hein, c'est-à-dire trouver un lieu suffisamment haut et balancer des œufs. C'est pas du tout ce qu'on vous conseille de faire, c'est juste d'essayer de voir comment vous allez répondre à cette question, quelles idées vous allez avoir. Moi, j'y ai participé en tant que participant, et l'objectif de l'étude, c'était d'analyser à la fois comment certains vont faire marcher leur cerveau pour répondre à un brief aussi barré, et comment d'autres vont accueillir les idées qui vont émerger et les challenger. Ça aide à voir comment on fonctionne quand on a des problèmes de créativité en équipe. Qu'est-ce qui fait qu'on trouve qu'une idée a l'air bonne ou pas? Et en fait, c'est dur de se le dire comme ça de but en blanc, alors que quand on voit comment on réagit et qu'on essaye d'analyser ça a posteriori, c'est bien plus riche. Et aussi, qu'est-ce qui fait qu'on va dire à quelqu'un qui émet une idée, peut-être, je pense que ton idée n'est pas bonne en l'état, mais tu tiens un truc, creuse. Et ça permet de voir si on est plutôt lié à des idées qui sont proches des siennes, où on va se dire, l'idée est bonne, c'est vrai, je l'avais eue. Franchement, moi, j'ai été dans le rôle de, il faut challenger les idées qui viennent, et on ne peut pas s'empêcher de se dire, attends, ça serait quoi mes idées? Et moi, déjà, de base, je me suis dit, ah, mais je voulais être dans le groupe qui amène ces idées. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et forcément, on calque ses idées. Et donc, est-ce qu'on trouve qu'une idée est bonne parce qu'on l'avait eue? Ou est-ce qu'on trouve au contraire qu'une idée est bonne parce que... On l'aurait jamais eue. Mais jamais j'aurais pensé à ça. Et du coup, elle a de la valeur. Parce qu'elle complète complètement les idées que je pourrais apporter. Donc, ça t'a fait un peu réfléchir, ce challenge. Tu nous as demandé, mais comment on fait concrètement? Donc, je n'ai pas la réponse. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas la réponse. Ouais, exactement. Mais il y a des idées complètement barrées qui sont sorties. Moi, quand j'ai participé à ce challenge, quelqu'un a dit, on n'a qu'à le jeter de 16 mètres comme ça, au bout de 15 mètres, il sera toujours en l'air et donc il ne sera pas cassé. Je me suis dit, waouh.
Excellente idée. C'est trop bien. Mais ça, en fait, je trouve que ça détourne. Oui, c'est et pourquoi l'idée. pas? Est-ce que la créativité, c'est détourner un brief parfois ou une Oui. problématique? Bah ouais, mais du coup, ça n'y répond pas vraiment. Ah, bah, tu vois. Moi, je suis pas d'accord avec Tu cette, fonctionnes pas non. pareil que cette personne. Mm. Et donc, ça pourrait être intéressant que tu travailles avec elle en équipe. Parce que vous n'avez pas du tout les mêmes idées. Ou pas. Mais... Donc, on va reparler de Ça, la si tu n'y arrives communication. pas, on demandera à Lucie de t'organiser un jeu, puis ça se passera bien. On ne le saura jamais. En autre exemple, je vais vous parler de Totem, un jeu que j'ai découvert moi dans un article que j'ai repartagé sur mon LinkedIn, si ça vous intéresse. Dans l'article, il y avait 5 idées vraiment originales pour des team building, et Dieu sait qu'il y a plein d'articles qui parlent des mêmes choses sur le sujet. Et donc là, il y avait vraiment 5 idées différentes d'habitude, notamment ce jeu Totem. Dans lequel on l'a testé la semaine dernière avec mon équipe. On est 3. Il y a 2 lots de cartes. Un lot de cartes qualité, un lot de cartes animales. Et donc, on en distribue 7. Donc, si par exemple, on décide que le receveur, c'est toi, Elisabeth, eh bien, Aurélien et moi, on va recevoir 7 cartes qualité, 7 cartes animales. Dans les 7 cartes qualité, on va devoir en choisir une, et une seule, qu'on considère le plus te représenter. Donc il y a la qualité et la définition. Et puis on les mélange, celle d'Aurélien et la mienne, on te les donne. Toi, tu les découvres sans savoir qui a dit quoi. Et tu les poses sur la table dans l'ordre de celle que tu penses le moins te correspondre jusqu'à celle qui te correspond le plus. Et on les découvre une à une et chacun t'explique, c'est moi qui ai choisi cette carte pour telle et telle raison, en donnant des exemples concrets. Et donc, on fait pareil avec les cartes animales. Et donc, à la fin, on a un animal totem et une qualité. Donc, moi, il s'avère que je suis l'hippopotame sage, par exemple. Wow. Donc, rien à voir avec la forme de l'animal. Ce n'est pas que... Bon, bref. Et donc, pour l'animal, il y a une définition qui n'est pas forcément liée à l'image qu'on a de l'animal. Typiquement, sage, c'est pas la qualité que j'aurais pensé le plus avoir. Et du coup, quand les filles l'ont expliqué, et bien, du coup, tu te dis, ouais, oui, c'est cool que je renvoie ça comme image. Donc, c'est un jeu qui fait du bien. Et Sacha qui travaille avec moi et qui l'a joué, disait, ça peut être très bien de faire ce genre de choses où, en fait, on s'envoie que du love les uns les autres, dans un contexte où on a passé une période difficile, quoi. Ouais. Et où c'est un peu le moral des troupes est un peu en berne. Bah là, on va dire à tout le monde des choses cool, quoi. Et donc, c'est assez sympa et ça dure pas très longtemps. Ça peut être fait sur le temps du déjeuner ou en début de réunion. Enfin, je sais que je l'ai fait aussi à la maison et qu'on l'a pas fait tous en même temps. On n'a pas fait les 4. On a fait un soir Donc, tu peux faire une personne. et puis, Ouais, ok. celui qui a le plus besoin d'amour à ce moment-là. Et puis voilà. Ouais. Ok. Ouais. Donc, intéressant comme jeu aussi à tester. Donc on va voir le cas d'utiliser des jeux pour délier des langues, c'est-à-dire faire parler les gens. Donc la question qu'on m'a déjà posée, qu'on peut vous poser, c'est quand vous vous sentez, pas forcément facile d'y répondre, surtout à froid. Ce qu'on peut faire dans le cas d'une réunion ou d'une formation, c'est intégrer un exercice d'inclusion ou de déclusion, c'est-à-dire d'introduction à la parole, icebreaker, et un exercice de conclusion, en fait, pour faire parler les gens. Alors, il y a beaucoup de freins, des fois, à prendre la parole en réunion, surtout quand on n'en fait pas souvent. Ça peut être pour les gens qui sont timides, il y en a qui sont nouvelles ou nouveaux dans la boîte. Il y en a qui ont peur de dire une bêtise devant leur boss. Il y en a qui ne se sentent pas légitimes sur un sujet. Et il y en a qui ne comprennent pas pourquoi ils ont été conviés à une réunion. Tous ces cas existent. Donc l'exercice d'inclusion, ça va permettre à chacun de prendre la parole facilement parce qu'on va faire du coup un exercice un peu pour de faux. Donc on va demander aux gens de parler sur un sujet qui n'est pas forcément celui de la réunion pour qu'ensuite ils soient prêts à prendre la parole sur le sujet de la réunion. C'est ce que Élodie évoquait tout à l'heure peut-être en disant nous parfois on fait des petits jeux de 5 minutes. Ouais.
Ouais. Même si je trouve que l'inclusion, ça dépend du nombre de participants, mais ça prend vite un peu plus que 5 minutes. Mais on peut adapter l'exercice à la durée dont vous disposez, en effet. Alors, on a le premier cas, c'est ce qu'on appelle le photolangage. C'est-à-dire, ça sert à faciliter la prise de parole grâce à des images. Donc, on va prendre un certain nombre d'images, environ 3 fois plus que le nombre de participants, et on va poser une question au groupe, et on va leur demander pour chaque personne qu'elle choisisse l'image qui correspond le mieux à sa réponse. Et après, ça va être d'expliquer pourquoi cette image a été choisie. Et dans le cas de concept image, quand on le fait assez souvent, et ce qui est assez amusant, c'est que souvent les mêmes personnes prennent la même image, mais des fois ça leur évoque des choses complètement différentes. Ouais. Donc à chaque fois qu'on a ça, c'est assez intéressant. Et donc ça peut être des images qui ne représentent pas forcément le projet ou l'objectif de la réunion. La question peut y être liée, et déjà ça va amener après à faire réfléchir, à parler sur le sujet. Alors pour ça, soit on peut récupérer des images, soit on peut utiliser un jeu tout fait, par exemple celui qu'on a mis en place, je collabore avec des illustrations de Richard, ou par exemple ce qu'on disait avant, c'était le jeu assez connu, le Dixit, où il n'y a que des images qu'on utilise à chaque fois pour ça aussi, et que ça marchait bien quoi, chaque fois. Et on l'a fait, celui que vous voyez en bas à gauche de l'écran, c'est celui qu'on a travaillé ensemble, Lucille. Où là, c'est un petit peu différent, c'est pas la photo. Non, c'est un abécédaire avec c'est un icebreaker aussi, avec 4 règles du jeu possibles. Et en gros, c'est une carte, une lettre de l'alphabet, toutes les lettres de l'alphabet sur la table. Et donc, on va tirer au sort, selon les règles, des cartes pour soit former un mot tous ensemble, soit répondre à une question avec forcément la lettre qu'on a tirée ou les lettres qu'on a tirées. Et ce que je trouve intéressant dans ces jeux-là, c'est que le fait d'avoir pris la parole une fois pour un truc qui a rien à voir et où il n'y a pas d'enjeu, ça rend plus simple le fait de reprendre la parole plus tard dans la réunion. Ouais. Mais ça, c'est le fonctionnement du cerveau, c'est que on a eu une expérience positive dans les minutes qui précèdent, donc le cerveau, il va retenir que ça va être facile, en fait. Et donc, c'est ça que je trouve très intéressant dans les icebreakers, quoi. Ouais. Et l'autre truc que je trouve intéressant, moi, c'est qu'on demande à tout le monde de s'exprimer de base. Oui. Donc, par rapport au problème de est-ce que je suis légitime là-dedans, parce qu'il y a des gens super experts du sujet et moi, pas du tout. Et donc, peut-être, je comprends pas pourquoi je suis dans cette réunion. Donc, ça s'explique au démarrage. Mais en complément, tout le monde a eu le même temps de parole. Tout le monde a été au même niveau. Et donc, ça donne le ton pour la suite de l'atelier. L'autre cas célèbre, c'est l'arbre à personnages. Donc c'est un dessin avec 22 personnages dessinés de manière différente, qui font des actions un peu différentes, qui sont pas au même endroit de l'arbre. Et donc on va demander à chaque personne aussi à quel personnage il ou elle s'identifie. Pourquoi ? Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut le demander à la fin de la réunion ou de la formation, et de voir si ça a changé, pourquoi, ou est-ce que c'est le même personnage mais pour des raisons différentes. Enfin, chacun peut y voir là aussi des choses assez différentes. Ça, c'est hyper simple. Vous tapez personnage sur Google, vous imprimez et c'est prêt. Et ça marche. Sortir du cadre et trouver de l'inspiration. Donc là aussi, c'est quand on va nous poser des questions pas toujours évidentes. Par exemple, deviner dans quel état sera la boîte dans 10 ans. Un peu ce que tu évoquais tout à l'heure. Pas forcément facile d'y répondre. Vous avez 4 heures pour remplir le post-it. Et on n'est pas devin. Donc pour ça, un des jeux utilisés, c'est le scénario catastrophe. Je te laisse expliquer. Ouais, en fait, c'est un exercice qu'on utilise assez souvent quand on accompagne des entreprises sur leur plateforme de marque, par exemple. On va réfléchir à leurs valeurs, leur personnalité, mais aussi la vision, la mission de l'entreprise. En fait, en effet, si on leur demande aux gens qu'on va convier, aux salariés qu'on a impliqués dans la démarche, expliquez-moi ça sur des post-it, franchement, soit on n'a juste pas d'inspi, donc c'est angoisse de la page blanche, soit les gens vont mettre des trucs très bateaux. Et c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est juste que la question est
trop complexe pour qu'on y réponde comme ça de but en blanc. Et donc, on va essayer de détourner un petit peu la réflexion, faire un petit pas de côté, les mettre dans un univers qui n'a rien à voir avec la situation réelle. On va quand même parler de leur entreprise. On est quand même là pour ça. Pour qu'ils s'enlèvent tous les freins qu'ils peuvent avoir ou en se disant « Ah non, mais je ne vais pas dire ça parce que ce n'est pas une bonne idée. Ah non, mais moi, j'en sais rien, etc. » Pour qu'ils apportent de la matière qu'on va retravailler par la suite. Et le scénario catastrophe, ça va être, par exemple, pour réfléchir aux points forts de la boîte. On va leur dire imaginons que dans 15 ans, tous vos concurrents actuels n'existent plus. Il n'y a plus que vous, parce qu'il y a eu des gros mouvements sur votre marché. Il n'y a plus que vous qui êtes debout. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore debout aujourd'hui ? Pourquoi vous n'êtes pas effondré ? Bon, là, on est un peu dans la science-fiction, quoi. Donc, on peut se permettre des réponses un peu plus barrées. Et finalement, on leur demande quand même de réfléchir à dans 15 ans. On peut donner des éléments de contexte aussi pour plus raconter une histoire et plus les aider à sortir du quotidien. Et on apprend des trucs super intéressants sur l'entreprise avec des choses que les gens n'auraient pas forcément identifiées comme c'est ça nos forces. Tu veux donner un exemple ? Oui, j'ai un exemple. J'ai un exemple un peu malheureux. On en a sorti de la matière très intéressante. Non, mais on a accompagné un client qui a des laboratoires d'analyse dans cet exercice qu'on a travaillé à leur plateforme de marque. Et on avait fait un scénario qui était que nous avons travaillé début 2020. Alors, on a fait science-fiction. Une épidémie frappe le monde. Tous vos concurrents sont en difficulté. Bon, là, ça n'a pas été le cas finalement. Leur concurrent allait plutôt bien. Et vous êtes les seuls debout. Et oui, donc on a fait cet exercice, je crois, quelques jours avant le confinement. Donc, je ne m'étais pas rendu compte de l'absurdité du truc jusqu'à relire les notes en sortant du confinement et en me disant, mais qu'est-ce qu'on a provoqué avec cet atelier ? C'est terrible. Donc, au début, je me suis dit, on ne le fera plus jamais. Bon, en fait, non, aucun rapport. Mais donc, on peut ajuster le contexte de cette projection. On a l'utilisation du jeu pour renforcer l'engagement. Dans le cas, ce qui arrive, c'est-à-dire qu'on a produit du contenu, mais ça n'intéresse pas forcément grand monde. Donc, on va essayer d'utiliser le jeu pour attirer un nouveau public. Alors, on a l'exemple ici de l'application Élise. Élysée, peut-être. Élysée ou Élise. Bon, Élysée. On demandera à des jeunes qui ont utilisé l'application. Donc, c'est un quiz. Et donc là, le cas, c'était... on avait le cas du journal Le Monde qui avait créé un quiz lors de la dernière élection présidentielle. Avec 40 questions pour voir quel candidat correspondait le mieux à nos idées. Et donc, Élise ou Élysée, c'est une application qui est similaire, mais qui est à destination d'un public plus jeune, en fait, parce qu'il y avait un taux d'abstention et de désintérêt assez élevé chez les moins de 25 ans. Et donc, pour ça, le principe a été de rendre la chose plus ludique, en fait, et de faire une interface, une UI un peu différente. Ça se rapproche plus même d'une application type Tinder, mais bon, il y a vraiment un côté jeu, alors que le quiz du monde est quand même très... Le monde, c'est très institutionnel. C'est quand même assez cadré. Et donc là, l'objectif est assez similaire, mais la présentation et le fait de le rendre la chose plus ludique a marché, puisqu'il y a quand même 1 million de téléchargements en 2 semaines, et après, aujourd'hui peut-être plus... Maintenant, c'est passé, mais il y a quand même eu 2 millions de téléchargements à la fin. Donc, ça a fonctionné. Petit bémol par rapport à ça, quand on a creusé un petit peu les recherches, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'interface de cette application parce qu'elle a été décriée, à tort à raison, je n'en sais rien, sur les résultats qui étaient présentés suite au quiz. Donc c'est un autre débat pour savoir en fait quel candidat revenait souvent et est-ce que c'était vraiment bien cohérent avec les réponses que tu pouvais apporter dans le quiz. Donc c'est pas du tout ça qui nous intéresse, mais c'est vraiment le côté interface, le fait que ça soit fait vraiment, c'est mobile first, c'est vraiment fait pour le mobile. Vous avez des micro-interactions, des animations, ça reprend vraiment le même fonctionnement, le swipe qu'on peut avoir sur Tinder par exemple. Mais après, dans le fond, c'est les mêmes questions que... je sais pas si c'est les mêmes questions, que plein d'autres quiz qu'on peut trouver en ligne,
Mais là où ils ont été bons, c'est vraiment l'interface, quoi. Mais après, là, les réponses, c'est oui, non. Alors que dans le cas du monde, par exemple, c'était gradué, tu avais 5 niveaux. Quand même. Ouais, Donc, plus c'est plus c'est- précis. je pense que quand même, ça change pas mal les résultats. On a aussi le cas donc là de The Event contre versus le Téléthon. C'est-à-dire le Téléthon, c'est une institution. Ça date depuis longtemps, quoi. Donc ça sert à récolter des fonds pour l'association. C'est un événement télévisuel. Et The Event, c'est un événement sur Twitch qui dure le temps d'un week-end et qui sert aussi donc à lever des dons pour des associations. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cet événement, il a que 6 ans et il a réussi à lever 10 millions d'euros cette année en septembre 2022. Donc, c'est assez énorme pour un événement récent qui ne dure que 2 jours. Et en fait, ce qui explique ça, c'est outre le sujet, c'est qu'il y a un système qui a été mis en place d'objectifs, c'est-à-dire que chaque animateur avait des goals, des objectifs. Donc des paliers en fait de dons qu'ils souhaitaient, et après chaque palier déverrouillé, ils s'engageaient à effectuer une action, à faire quelque chose qui est avec un côté humoristique, et du coup ça incitait les participants à donner de l'argent à telle ou telle personne parce qu'ils voulaient voir cet objectif atteint, quoi. Donc il y avait un côté assez ludique et qui amenait ludique et challenge, parce que t'as les paliers, t'as le temps pour. Oui. Et tu disais je veux que telle personne fasse ça, donc je vais y aller et tout. Et il y a le côté communauté aussi, qui est intéressant, c'est que il y a plein d'animateurs, contrairement au Téléthon où on n'est pas lié à une personne. Là, du coup, je suis fan de, par exemple, Big Flo et Oli. Donc, je vais aller mettre sur leur cagnotte eux pour que leur objectif soit atteint et que eux fassent quelque chose. Mais il y a plein d'autres gens, donc plein d'autres communautés qui sont concernées. Et tu pouvais aussi voir des choses auxquelles tu allais contribuer. Je pensais à cette fameuse fresque avec tous les pixels que pour essayer de mettre ta patte, qui était assez intéressant. Après, le Téléthon n'a pas à rougir, ils ont quand même des super chiffres aussi. Mais ça parle à d'autres générations, je pense. Ouais. Aussi. Et comme tu disais, ce qui est assez fulgurant, c'est la rapidité de progression. Ouais. Finalement, puis du coup, vu que ça ne s'adresse pas tout à fait au même public, les deux sont aussi assez complémentaires. Ouais, exactement. Ouais. C'est intéressant. Jouer pour jouer, bah oui, quand même. Faut qu'on s'amuse un peu. Donc. On n'a pas arrêté de s'amuser là, quand même. Oui. Mais parfois, l'intérêt du jeu, c'est juste pour le jeu. Ouais, c'est ça. Oui, alors il y a des gens que ça va faire stresser, qui vont se dire ah là là, mais moi je suis nulle en jeu. À chaque fois je perds aux jeux de société à la maison, ou je sais pas dessiner, ou je suis pas du tout compète. Et puis voilà, j'ai pas le temps. Et donc, en fait, il y a tellement de types de jeux différents, tellement de manières de jouer différentes, qu'en fait, il y en a, selon moi, forcément une qui correspond à chacun, quoi. Et donc, voilà, parfois, on a juste besoin de changer d'air, de faire une pause, de rire un coup, et ça repart. Et puis, même si tout le monde ne joue pas de manière active ou n'est pas aussi impliqué dans la partie, en fait, ça crée juste une bonne ambiance et voilà. Donc, en exemple, on a mis les pronostics sportifs. Moi, je peux parler de mon expérience à moi, puisque comme j'étais salariée avant, dans une autre vie, on faisait ça sur l'open space. Et en fait, ce qui est intéressant, donc en gros, on pariait sur les résultats des matchs. Donc vous étiez foot. C'était foot, ouais. Mais on peut le faire sur n'importe quel type de sport ou n'importe quel... Oui, si vous n'êtes pas très Coupe du Monde au Qatar, vous pouvez faire championnat de curling en Norvège. Oui. Et ce qui était intéressant, c'est que les gens qui ont gagné, c'était pas les footeux. Et donc, du coup, il y avait l'entreprise qui avait mis une petite récompense. Mais voilà, du coup, la première fois que ça a été fait, comme ce sont pas des footeux qui ont gagné, ça a incité plus de monde à participer, puisque c'était pas obligatoire. Et donc, il y avait clairement de l'animation les lendemains de match quand on est arrivé au boulot, etc. Donc ça a créé quelque chose d'assez fort. Les non-footeux devaient être trop contents d'avoir une raclée. Ah mais tellement, ouais. Alors, un autre exemple,
les blind tests pour... alors moi, je suis nulle en blind test, mais je fais partie des gens qui aiment bien ça quand même. Et même avec mes amis, on en organisait super souvent. Et donc, je le fais dans certains de mes jeux, c'est une partie d'un jeu, le tournoi Saturnal. Et bien même les gens qui sont pas forts, ou ils vont juste passer un bon moment parce que il y a de la musique, et parce que même si on connaît pas le chanteur, on peut aimer le titre. Et donc, voilà, ça crée une bonne ambiance parce qu'il y a de la musique. Voilà. Et oui, on parle aussi du cas des jeux sur la pause déj, où il y a de plus en plus d'entreprises qui ont un petit stock de jeux de société, soit qui a été constitué par les collaborateurs, soit acheté par l'entreprise. Il y a même des entreprises qui ont des ludothèques où on peut emprunter les jeux. Enfin, ouais. Et donc... par exemple, mon compagnon est arrivé dans une nouvelle entreprise et il m'a dit il n'y a pas de jeu de société. Donc, c'est pour montrer à quel point c'est presque rentré dans les mœurs dans certains types d'entreprises, qui est des jeux de société pour que les gens puissent jouer entre eux au moment de la pause déj. Et tout le monde participe pas. Il va y avoir les gamers qui vont être là tous les midis, qui vont se dépêcher de manger pour pouvoir jouer. Puis il y en a qui vont participer une fois de temps en temps. Là encore, faut pas que ce soit obligatoire, faut que ce soit juste un moment de détente, quoi. Ouais. On décroche du boulot, le tour d'un jeu, puis voilà. Il y en a plein qui sont hyper rapides. Super. Non, mais j'espère que tout ça, ça vous a convaincu de vous mettre à jouer comme des dingues. Et peut-être... votre boîte. Et c'est vrai que, de une, vous allez avoir quand même du mal à jouer toute la journée au boulot, quoi. Et d'ailleurs, toi qui organises des jeux, tu ne passes pas tes journées à jouer. Non, au contraire. Aussi ta compta. Oui. Et oui, si tu introduis un peu de jeu dans l'entreprise, il faut y aller par étapes. Et on en parlait tout à l'heure aussi, c'est peut-être bien si ça vient pas toujours de... Alors, il faut pas l'imposer. Et c'est assez intéressant quand ça vient... Si c'est votre idée d'intégrer du jeu dans l'entreprise, c'est pas parce que c'est votre idée que c'est toujours vous qui allez vous y coller, à trouver des jeux, à proposer des jeux, etc. Vous pouvez essayer d'en parler autour de vous. Et d'ailleurs, vous allez peut-être avoir des collègues qui vont dire « Ah ouais, moi, ça me dit bien d'organiser un truc » ou « Ah ça tombe bien, moi, j'ai joué à ça la semaine dernière, je me dis que ça pourrait fonctionner dans l'entreprise. » Essayez de décentraliser tout ça pour que ça... Déjà, déléguer, ça va vous prendre moins de temps, c'est cool. Ouais. Et encore plus riche parce qu'on est tous différents, quoi. Exactement. Le jeu, alors, oui. Le jeu doit toujours servir un objectif, selon moi. On était tous d'accord là-dessus. C'est que si vous introduisez du jeu parce que vous voulez qu'il y ait une meilleure entente entre les gens ou booster la communication, etc., il faut vraiment avoir cet objectif en tête au moment où vous choisissez le jeu ou au moment où vous créez le jeu. Parce que c'est pas parce que si vous avez envie de créer de la cohésion entre les gens parce qu'il y a des nouveaux qui viennent d'arriver et que vous adorez le tennis et que vous organisez un tournoi, pas sûr qu'un tournoi de tennis ça va permettre de créer de la cohésion entre les gens parce que c'est un jeu individuel. Donc faut toujours avoir en tête, si je mets du jeu, c'est parce que mon objectif c'est ça, et est-ce que le jeu permet d'atteindre cet objectif-là, quoi. C'est aussi important, je pense, pour les participants qui voient que ça avait une vraie utilité. Oui. Sauf si c'est joué pour jouer, mais il y a aussi une attente, je pense, au-delà du jeu. Il y a plein d'autres choses qui doivent se passer dans l'entreprise. Et si on a bloqué les gens, j'en sais rien, moi, une demi-journée pour jouer, et ils ont énormément de boulot par ailleurs, et que derrière, ça sert aucun objectif, oui. Ils vont se dire, moi je suis encore plus à la bourre sur mes dossiers, j'ai pris une demi-journée, tout ça pour ça. Alors que si ça sert un vrai objectif, ils ont passé un bon moment, on espère, et en plus ils vont en retirer vraiment de la valeur, quoi. Oui, faut pas faire le jeu parce que c'est tendance, et que tout le monde le fait, donc on va s'y mettre, mais en fait c'est pour une question d'image, et les gens s'y comprennent pas, ça dessert en fait l'objectif, quoi. Voire pire, si l'entreprise est un peu dans un contexte tendu, on peut avoir un peu
Oui, ça peut être une même contradiction. On dit, défavorable. non, mais pourquoi on nous fait jouer? On voit pas que c'est galère en ce moment. Mm. Et donc, il faut Ouais. que l'objectif soit très clair, bien communiqué. Une des choses aussi sur laquelle on voulait insister, c'est que c'est pas un jeu de 2 heures ou d'une heure ou d'une demi-journée qui va résoudre des problématiques dans l'entreprise à lui seul. C'est-à-dire que euh, il faut mettre en place d'autres choses par la suite pour justement ce qui a commencé à être amorcé par un jeu, perdure dans l'entreprise, quoi. Voilà. Bon, alors maintenant qu'on vous a dit ça, utilisons l'arbre à personnage pour voir avec tous ces exemples comment vous vous sentez maintenant pour mettre du jeu dans votre boîte. Donc, si vous deviez faire l'arbre à personnage, lequel choisiriez-vous? Alors, c'est mieux quand on est tous ensemble parce que chacun peut montrer sa feuille et dire moi, je suis celui-là ou celui-là ou celui-là. Alors que là, vous demandez de décrire quel est le personnage. C'est moins facile. On aurait pu les numéroter. C'est vrai, on aurait Pour dû que- les numéroter. C'est une très bonne idée. Mais c'est trop tard. Pour faire l'arbre à personnage en visio avec vos équipes. Mm. Donc, si vous voulez nous faire une petite réponse sur le chat. Bon, toi, t'en fais déjà plein, mais c'est quand même intéressant de nous Oui. dire quel personnage tu aurais. Et toi, Aurélien? Toi, t'as une idée de jeu en plus. Tu m'en parles depuis un certain temps. Faut que je le fasse. Et du coup, ça sera en bas, quoi, parce que faut le faire. Non, puis sinon, suspendu à la corde, là, c'est bien, ça. Je sais pas, ça me plaît. Moi, j'aime bien les deux du bas, là. Il y en a un qui grimpe et l'autre qui aide l'autre à grimper. Parce que j'ai pas la sensation que j'en fais assez pour mes collaborateurs. Enfin, moi, à titre personnel. J'en propose à d'autres, mais pour te dire, c'est même Sacha et Circe qui m'ont fait un jeu la semaine dernière. Ah! Ouais, un jeu de piste dans le bureau. Et donc, je pense qu'il y a toujours moyen de faire mieux. Et le fait de le faire à plusieurs, ça aide aussi. Ouais. Il y a des réponses? Ouais, c'est cool. Il y a pas mal de gens qui sont plutôt en bas de l'arbre, mais ils ont tous envie de grimper. D'accord. Par différents moyens, l'escalade, la corde. Mais c'est cool. Moi, j'aurais envie de... Un qui grimpe aussi. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse du jeu avec nos clients. Parce qu'on en fait pas mal en interne. Et je trouve que ça peut être aussi intéressant d'en faire avec d'autres parties prenantes dans l'entreprise. Alors maintenant, on va répondre rapidement pour finir à quelques questions très concrètes pour vous aider à vous lancer. Que le jeu a sa place dans toutes les entreprises. C'est pas mal de questions que tu entends souvent, Lucie. Je crois. Oui. Eh bien, oui. Ouais, la réponse est oui. Mais clairement, pas sur tous les sujets. Et bien sûr, ça dépend aussi de la culture de votre entreprise. Si votre entreprise part de zéro sur le jeu, qui a jamais eu ça de fait, et que vous déboulez sur je vais faire une journée de jeu dans des univers Barré. Ouais, On va perdre c'est des peut-être gens. un peu extrême. Ouais. Voilà, faut y aller par étapes. Et justement, même l'armée française, des équipes assez sérieuses, on espère, organise des concours d'écriture avec des auteurs de science-fiction pour faire de la prospective. Donc finalement, ils se mettent dans des postures, c'est pas du jeu, mais c'est quand même sous la forme d'un défi, d'un concours, pour vraiment sortir du cadre et alimenter leur innovation. Est-ce qu'on peut jouer même si on est 2 ou est-ce qu'on peut jouer même si on est 2000? Lucille? Oui, et oui, mais on joue pas au même jeu et on joue pas de la même manière selon le nombre de personnes. Alors, à distance, on va pouvoir mobiliser plus de gens parce qu'on va faire des choses en réseau et qu'il n'y a pas la problématique d'espace, par exemple, Ouais. voilà. Qu'on peut avoir en présentiel ou la question du timing. Ça, c'est des contraintes en présentiel. Mais il suffit de les adapter, en fait, voilà, au nombre et au temps dont on dispose.
Est-ce qu'on peut jouer aux quatre coins du monde? Ben, bien sûr, merci Internet. Alors, sous réserve de trouver une langue commune. C'est vrai, Voilà, c'est vrai. c'est ça. Et donc, quand on a préparé ce webinaire, Elisabeth m'a posé la question de combien de gens j'avais fait jouer au maximum. Pour l'instant, mais là, en ce moment, j'ai un devis en attente pour 400 personnes Ah, sur pas 2 mal, heures. pas mal. Mais pour l'instant, c'est Icopa où j'avais eu un grand nombre de personnes réparties sur 30 agences et c'était en période de Covid, donc c'était en visio. Et il y avait eu des colis d'envoyer en amont, mais il y avait aussi des choses en visio en équipe. Et puis à un moment donné, il fallait coopérer avec d'autres équipes qui étaient sur d'autres sites. Donc voilà, donc c'est tout à fait faisable. Et ce jeu, il se joue aussi en présentiel et avec beaucoup moins de gens, quoi. Et peut-être vous dites, ah la flemme, on a tellement mangé les vidéos, Ouais. la flemme de faire un jeu en vidéo. Personnellement, Lucille m'a fait jouer en visio, je n'ai pas vu le temps passer. Et en plus, c'était en période de confinement, donc on se faisait des journées de vidéo, Ouais. et là on se faisait une soirée de vidéo, et c'était trop bien. Et c'est intéressant le fait que tu envoies des colis, parce que tu remets un petit peu de réel et de Oui. concret, et c'est intégré, c'est pas juste accessoire, t'as un colis qui t'annonce que tu te connectes à une URL, quoi. Non, il y avait des éléments de jeu dedans. Ouais, exactement, et ça marche trop bien. Et, Et, un dé, c'est pas cher. Hein? Et un dé, c'est pas cher. Enfin, Oui, c'est vrai. ça nécessite pas non plus d'envoyer des trucs complètement dingues, quoi. Ouais, bah, la plus belle chose qu'on puisse me dire sur les jeux en visio, c'est on n'avait pas l'impression d'être en visio. Ouais. Donc ça, c'est mission accomplie, quoi. Alors, est-ce que c'est pour tous les âges, tous les métiers, toutes les personnalités? Oui. Je dis beaucoup oui. Non, mais voilà, plein de gens dans plein de métiers assez connus disent jouer, quoi. Donc il y a l'exemple de David Cameron là, qui se fait apparemment, il aurait dit à la presse qu'il joue à Angry Birds le soir pour se détendre quand il était Premier ministre britannique. David Beckham a fait apparemment beaucoup de Lego pendant sa rééducation suite à un accident. Et Barack est fan de golf et de basket. Bon, c'est du sport, mais c'est du jeu. Et l'autre exemple que j'ai donné, c'est le fait que y a des gens aussi qui ont l'a priori de « je suis trop vieux pour jouer ». Or, de plus en plus, on introduit des escape games en EHPAD. Donc, si les gens en EHPAD peuvent jouer, personne n'est trop vieux pour jouer. J'aime bien la citation « on n'arrête pas de jouer parce qu'on vieillit, on vieillit parce qu'on arrête de jouer ». Merci, Georges Bernard. Et pour le lieu, on fait comment? Alors, idéalement, on sort de l'entreprise pour sortir du travail, dans sa tête aussi. Et en plus, voilà, si on loue un lieu de séminaire ou qu'on est en extérieur, on n'est pas tenté ou pas dérangé par le travail, pas tenté de répondre au téléphone ou de travailler sur l'ordi parce qu'il y a 5 minutes d'attente. Quelqu'un qui va venir toi, je peux demander un truc vite fait. Après, c'est pas toujours possible, on n'a pas toujours le temps ou le budget pour louer un lieu de séminaire enfin voilà. Et en vrai, dans l'entreprise, il y a moyen de faire des choses. Enfin, un petit peu de déco, une petite musique d'ambiance et hop, on part tout de suite ailleurs, quoi. Ouais. Et ce que je mets là, c'est si en plus le maître du jeu s'investit et qu'il se costume légèrement, enfin voilà, évasion garantie. La météo, le gros critère quand on joue en extérieur, qu'est-ce qu'on fait s'il pleut? Ah, mince. Alors, déjà d'une, on réfléchit avant. Voilà, j'ai le cas d'un jeu qui m'avait été commandé à Saint-Malo Intramuros en décembre. T'as des clients un peu aventuriers quand même. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Bon, d'accord. Donc, voilà, c'est le moment de s'abonner à Météo France. Concrètement, on donne des consignes vraiment aux gens d'adapter leur tenue à la météo. C'est bien aussi de réfléchir à un plan B. C'est-à-dire, vraiment, la météo est catastrophique ce jour-là. Est-ce qu'il y a moyen d'être rapatrié ou de continuer le jeu dans des lieux publics? Est-ce que ça se joue en présentiel et on peut aller dans l'entreprise, etc. Est-ce que le jeu a une version en intérieur? Et puis, au pire, on reporte. Voilà. Est-ce qu'il faut être passionné de jeu pour impulser cela dans son entreprise? Non, pas forcément. Parce que ce qu'on disait, c'est que si vous avez l'envie, mais que vous n'y connaissez pas grand-chose, demandez autour de vous. Et aussi, si vous avez des enfants,
c'est une mine d'inspiration, même si le jeu n'est pas que pour les enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, vous avez probablement été enfant, donc vous pouvez retourner dans vos souvenirs. En fait, dans les deux cas, vous avez forcément joué à des jeux et qui sont pas forcément adaptés à votre entreprise, mais Qui peuvent inspirer. exactement. Et donc, sinon, faites bosser vos collègues, faites bosser des prestats. Est-ce que c'est loin à organiser? Eh ben, on va dire ça dépend. En gros, voilà, il y a des cas concrets qu'on vous a donnés pendant 7h30 de jeux qui sont déjà tout faits et que vous pouvez prendre en main en 5 minutes. Et vous faites jouer pas beaucoup de personnes. C'est carrément faisable tout seul, sans temps et sans grosse prépa. Par contre, si vous vous dites ok, je vais créer un jeu sur la boîte qui va durer 1 heure et on va faire jouer 200 personnes, bon là vous partez sur plusieurs mois de prépa. Donc beau courage. Ouais. Ça dépend vraiment de votre objectif et de vos ambitions. Tata. On approche de la fin. Ouais. Ah, comme dirait Aurélien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait un mot secret à deviner tout au long du webinaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué des petites pastilles bleu clair fluo qui se promenaient sur les slides. Vous êtes peut-être dit, ils sont nuls en PowerPoint. Ils ont laissé des trucs traîner, une espèce de gommette avec les chiffres. En plus, ça ne correspond pas au numéro de page. On n'est pas nuls. Donc, pas cette fois-ci. C'était fait exprès. C'était des petites énigmes qu'on a laissées sur votre chemin. Je me disais peut-être que des gens vont nous faire des commentaires dans le chat en disant c'est quoi ces petits trucs bleus. Et alors? Pas du tout. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Ils ont pris des notes en se disant il y a un truc et je vais être le seul à trouver. Peut-être. Ouais. Donc vous allez voir, on va vous donner la clé pour le décrypter dans le slide d'après. Si vous avez noté tous ces chiffres, je vous invite à deviner ce mot. Vous pouvez l'envoyer à Emma, qui vous invite à tous nos petits-déj. Vous avez peut-être déjà son adresse mail, emma@concept-image.fr. Et les 2 plus rapides qui nous enverront le mot par mail. Le bon mot. Le bon mot. Oui. Recevront un petit cadeau. En vrai, pas dans votre boîte mail, dans votre boîte aux lettres. Donc, voici ce qui vous permet de décrypter le mot que nous avons caché dans cette présentation. Ah, certains sont en train d'en parler dans leur bureau. Donc, il y a des gens qui ont glané des indices. Donc, on va le laisser un petit temps. Et puis, j'espère qu'on va avoir des réponses. Ah ouais. Et j'espère que tu vas te marrer, Emma, dans les réponses que tu vas recevoir dans ta boîte mail. Donc, c'est une énigme très simple. Vous avez des chiffres qui correspondent à des lettres. Et donc, N'en dis pas trop. Non. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je vous pose une question, mais on va laisser ce slide apparaître pour vous laisser le temps de décrypter. Avant de se quitter, on voulait savoir si vous aviez, vous de votre côté, des idées de jeux à mettre en place dans votre entreprise. Soit des trucs que vous avez déjà essayés, soit là, ça vous donne peut-être en live des idées, des choses qu'on n'a pas évoquées, des trucs que vous avez envie de tester. Ça nous intéresse, puis peut-être qu'on les testera aussi chez nous. Voilà. Moi, c'est les dessins que vous avez fait à l'entrée. Je me dis pour l'année prochaine, au mois d'octobre, je proposerai ça. T'as 1 an pour t'entraîner à faire des dessins. Voilà. Je prends des cours dès les vacances, là. Je vais être la meilleure. Je vais les écraser. Non, je suis pas plutôt compétition. Oui, c'est vrai. Et oui, en effet. Certains n'en ont vu que 5. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu tous les chiffres, vous aurez le replay qui sera disponible à la fin du webinaire. Donc, vous pouvez regarder 1h30 de... En faisant avance rapide. Ouais, voilà, vous allez vous en sortir. Pour trouver le mot. Faut qu'il y ait un peu de challenge, finalement. Les prochains petits déj, vous allez retrouver les dates sur notre site internet, les 2 prochains de l'année, et puis on sortira bientôt l'agenda de toute l'année prochaine. Donc celui de novembre, ça sera spécial chargé de com, les trucs, astuces et outils pour vous aider au quotidien. C'est un petit déj qu'on a déjà fait, mais qu'on voulait vous repartager parce que il y a plein de petits trucs très utiles qui peuvent vous faire gagner du temps. Et puis, le dernier de l'année, sur les ateliers collaboratifs. Comment vous aider à bien les réussir, de l'organisation à l'animation. Je voulais vous parler de Coup de pouce asso. Vous en avez peut-être déjà entendu parler sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est notre mécénat de compétences.
qu'on a relancé cette année. Donc, on va accompagner une association de Rennes Métropole en com. Donc, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, ça va dépendre de leurs besoins. Web, la vidéo, pourquoi pas un jeu d'ailleurs, Oui. si c'est leur besoin, du logo, etc. Pour une valeur de 9 000 €. Donc, il y a quand même moyen de s'amuser, de faire des trucs pour eux. Et donc, si vous êtes une asso, si vous connaissez des assos de la métropole, vous pouvez aller sur notre site internet, déposer votre projet. Vous remplissez quelques questions et puis nous, on choisira nos 3 assos coup de cœur et avec notre communauté, on décidera avec quel asso on va pouvoir travailler l'année prochaine. Sur notre blog, bien sûr, conseils, bonnes pratiques, vous avez tous les replays des webinaires, vous avez aussi toutes les versions PDF de nos petits-déj avec toutes les notes dont tu parlais en intro, Lucille. Et puis aussi d'autres conseils et outils qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Et j'arrête avec la pub avant qu'on se laisse. Mais si vous avez passé un bon moment ce matin, ça serait super si vous pouviez nous laisser un avis sur Google My Business. Emma va vous mettre le lien sur Twitch. Parce que ça aide notre référencement naturel et ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Et vous pouvez aussi, si vous avez passé un bon moment avec l'échappée ludique, leur laisser un avis sur Google My Business. Donc vous tapez concept image ou l'échappée ludique sur Google. Vous faites 2 fois. Ça n'existe pas encore concept image et l'échappée ludique. Et vous pouvez nous déposer un avis, juste même des étoiles, ça nous aide déjà vachement. Donc merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon début de journée avec vous et qu'on vous verra jouer bientôt. Oui. Et merci pour vos retours. À bientôt. Merci. Au revoir.